Bonjour à tous et ravi d'accueillir ce panel et d'accueillir Olivier Faure. Installez-vous, vous êtes au pupitre. Donc, vous êtes au pupitre. Ah oui, c'est ça l'organisation Bonjour à tous. de ce débat. On a rassemblé un panel de chefs d'entreprise pour vous poser beaucoup de questions pendant 1 heure. Donc je vais rapidement présenter ce panel très diversifié. Vous avez à ma droite Madame de Gotex qui est donc à la tête du groupe Cheval, qui est une ETI, 1 millier de personnes, qui travaille notamment dans l'aménagement et qui est membre du METI, donc le mouvement des entreprises taille intermédiaire. Il y aura beaucoup de questions à vous poser. Monsieur Guillaume Richard, vous êtes fondateur du groupe WeCare, qui est un groupe, alors pas très connu, mais qui emploie 20 000 personnes en France. Donc vous avez aussi beaucoup de questions qui concernent votre secteur, mais également plus généralement les problèmes des entreprises. Et Jean-Pierre Camadieu, qui lui alors est plutôt le représentant des grands groupes, puisque président du conseil d'administration d'Engie, avec un peu moins, je crois, 90 000 salariés. Donc il aura aussi des questions particulières. Pour introduire le débat, Olivier Faure, je ne vous cache pas que les chefs d'entreprise sont inquiets, tétanisés, en colère par ce qui se passe, par le spectacle affiché au Parlement dans la discussion budgétaire. Vous avez vu passer les différents appels de chefs d'entreprise. Il y en a eu un dans Challenge début septembre où ils mettaient en garde contre 1, l'instabilité politique, et 2, la floraison de taxes qui ont eu lieu, qui les ont touchés dans le budget 2025 et qui risquaient de les toucher dans le budget 2026. Depuis, ils sont devenus encore un peu plus inquiets. Donc, ils vont vous interpeller. Vous n'êtes pas... puisque vous êtes au cœur de la discussion budgétaire. Vous avez lancé un appel au compromis, notamment vis-à-vis de l'exécutif, ce qui fait que vous avez obtenu l'arrêt du 49.3. Et donc, il y a un spectacle qui est, depuis plusieurs semaines, de discussion budgétaire qui déstabilise les patrons, notamment avec une floraison de taxes. Et ce sera la première question de Madame de Gotex sur justement les taxes qui ont été proposées à l'Assemblée, qui touchent grandes et petites entreprises. À vous. Bonjour tout le monde. Merci de cet échange. Alors effectivement, on est mobilisé. Alors en colère, c'est pas le mot, c'est plutôt mobilisé, engagé comme la plupart, pour ne pas dire tous les patrons d'entreprises et notamment des ETI, et il y a une pression fiscale. Et on entend, je voudrais commencer par dénoncer deux points qui concernent les aides et la fiscalité. Alors, on n'est pas contre payer des impôts dans les entreprises, et les aides qui sont fléchées, soi-disant, sur les ETI, on a entendu parler de centaines de milliards, ce n'est pas le cas pour les ETI, il n'y en a que 6%. Et je voudrais revenir sur le fait qu'un patron de TI, ça n'est pas un quémandeur d'aide. C'est quelqu'un qui travaille, qui est courageux. Les dirigeants, globalement, sont courageux. Et quand on réclame de l'allègement fiscal, c'est parce que ça a fait ses preuves. Donc je voulais connaître votre position par rapport à cette surtaxe, en vous portant peut-être à connaissance les impacts négatifs d'une pression fiscale qui viennent, abîmer la compétitivité, abîmer l'investissement, parce que forcément l'argent on ne le fabrique pas si ce n'est qu'en créant de la valeur, donc on va réduire ce qu'on n'aura pas d'un côté, ce qu'on va donner d'un côté, et on va essayer d'équilibrer notre budget comme on sait le faire dans les entreprises, à savoir en réduisant les investissements, et aujourd'hui les chiffres le démontrent très clairement, en réduisant les embauches, donc en détruisant de la valeur à moyen terme. Donc, alors, votre question, merci Thierry de me rappeler, mais c'était bien de préciser, c'est pas juste pour dire moins d'impôts et pour gonfler la trésorerie. Pas du tout. C'est pour maintenir cette pérennité, cette souveraineté. Donc la question, c'est est-ce qu'il serait envisageable pour vous d'alléger cette fiscalité comme ça a été fait par le passé, sachant qu'à court terme, on peut faire la démonstration, nous les patrons d'entreprise, que ça contribue au redressement économique du pays. Bon, merci beaucoup de m'avoir invité déjà. Et je lisais en fait sur l'écran que c'était Olivier Faure face au patron. Je voudrais d'abord vous dire que je ne suis pas face au patron, je suis à leur côté et que nous sommes dans une même histoire.
J'entends les remous, mais simplement, ce que je veux dire là, c'est qu'il n'y a pas d'un côté celles et ceux qui seraient contre les patrons et qui seraient là pour les taxer, pour les embêter, pour chercher en fait à leur rendre la vie plus compliquée, et de l'autre ceux qui seraient formidables, qui auraient tout compris à l'économie. Il y a des gens qui portent des visions différentes, et c'est ce qui fait qu'on a un débat entre la gauche et la droite. Et la vision que je porte est celle d'un monde social-démocrate, si vous voulez, celui dans lequel nous vivons en Europe, un monde dans lequel on a su concilier à la fois des libertés comme nulle part ailleurs et en même temps une protection sociale comme nulle part ailleurs. Et c'est ce modèle-là que je défends et j'entends continuer à le défendre. Est-ce que vous êtes dans une situation... Alors d'abord, je vais peut-être revenir sur le débat parlementaire lui-même. J'ai effectivement demandé la fin du 49.3. Nous sommes le seul pays européen à connaître ce système. Et j'aimerais que dans le moment que nous vivons, chacun comprenne l'opportunité que cela représente pour le débat politique. Ça fait maintenant depuis 1958 que les députés font semblant de l'être. Chaque année, le débat budgétaire est aussi intense, il dure la même durée, mais à la fin, chacun sait que soit il y a une majorité absolue, soit il y a un 49.3 qui vient corriger complètement la copie, et donc tout le monde prend date, tout le monde se fait plaisir, mais personne n'est responsable de ce qu'il vote. Pour la première fois, nous avons un Parlement qui est responsable. Alors, évidemment, vous avez une première lecture sur le PLF. Il y a deux textes qui sont en débat actuellement, le PLF et le PLFSS. Sur le PLFSS, regardez ce qui s'est passé, ça s'est plutôt pas mal passé. Sur le PLF, tout le monde a voté contre. Pourquoi ? Parce qu'en première lecture, chacun vient, affirme ce qu'il est, et puis à la fin, constate que ce qu'il est n'a pas été forcément complètement entendu, et tout le monde vote contre. Ce temps-là était un temps nécessaire, un temps de décantation. Maintenant, ce à quoi il faut parvenir, c'est un deuxième temps qui soit celui du compromis, de la recherche sincère de compromis, parce qu'aucun d'entre nous n'a une majorité absolue. Et donc, quand il n'y a pas de majorité absolue, il faut trouver un mode d'emploi, il faut trouver une façon d'avancer ensemble et de faire en sorte qu'il y ait une possibilité pour le monde de l'entreprise, qui attend de savoir quelle sera la commande publique, pour le monde des collectivités locales, qui attend de savoir sur quelle base elles pourront travailler dans leur collectivité, sur les associations qui ont besoin aussi de subventions, et puis le commun des mortels qui a besoin de savoir comment il sera payé, sur quoi quel sera son pouvoir d'achat l'année prochaine, en fonction de ce qui va lui être accordé ou de ce qui va être prélevé. Alors, donc, on voudrait avoir votre vision sur la taxation des entreprises, c'est-à-dire sur le niveau de taxes. Je n'avais pas prévu de ne pas répondre à la question. Mais je voulais quand même recontextualiser, parce que je sais bien que le débat actuel donne le sentiment d'une certaine confusion, mais je revendique le fait que le débat parlementaire est utile, qu'il n'est pas médiocre et qu'il permet aussi de figurer ce que sont les alternatives et parfois aussi de clarifier les positions de chacun. Il y a beaucoup de gens qui se cachent. Au moins, chacun sait désormais ce qu'il porte. Sur la fiscalité des entreprises, là aussi, j'aimerais qu'on se dise les choses. Je comprends que du point de vue patronal, il y ait toujours la volonté d'aller plus loin dans la baisse des cotisations, de la fiscalité, mais regardez ce qu'il s'est passé depuis les 40 dernières années. Le taux de l'IS en 86, il est de 50%. En 2018, il est encore à 33%. Aujourd'hui, il est à 25%. Et là, je parle du taux théorique. Je ne parle même pas du taux effectif, qui est beaucoup plus bas pour les grands groupes, un peu moins bas pour les PME, mais pour l'ensemble, il est inférieur à la moyenne des pays de l'OCDE. C'est dire qu'en réalité, nous ne sommes pas dans un pays qui est taxophile. Nous sommes dans un pays qui est dans la moyenne et qui permet, en fait, aujourd'hui aux entreprises de vivre. Après, il y a d'autres problèmes qui se posent. En fait, est-ce que c'est le fameux coût du travail ou le coût de la fiscalité qui empêche les entreprises et qui empêche notre pays d'être à la hauteur de ses concurrents ? Je crains que ce ne soit pas uniquement la question, que ce ne soit pas même principalement, ni même du tout, la question du coût du travail ou du temps de travail. Quand on regarde, vous pouvez dire le contraire, mais quand vous regardez le temps de travail de nos voisins allemands, quand vous regardez le coût du travail chez nos voisins allemands, c'est tout à fait comparable. Non, alors, si c'est tout à fait comparable. Si, pardon, ce sont les chiffres. Je finis. Je vous laisse après la parole. Mais ce qui nous distingue de notre voisin allemand, c'est que notre voisin allemand est capable, a investi beaucoup dans l'industrie lourde, les machines-outils, l'automobile, donc tous des secteurs qui sont des secteurs
qui permettent d'exporter, là où en France, on s'est beaucoup replié sur les services, et en dehors de quelques grands géants dans l'énergie ou dans la chimie ou quelques autres qui ont permis de continuer à exporter. Pour l'essentiel, nous avons une économie qui est essentiellement domestique. Et c'est ce qui fait aussi notre différence avec nos voisins. Et j'aimerais qu'on regarde les chiffres tels qu'ils sont et pas simplement... Parce que je me souviens de ce fameux pins qu'un ancien patron des patrons portait et qui parlait de 1 million d'emplois supplémentaires créés grâce à la baisse des cotisations, grâce à la baisse de la fiscalité, etc. La réalité, c'est que ça n'a pas porté ses fruits et que ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'investir. Il aurait fallu mieux cibler. Il faut cibler sur des secteurs qui sont par exemple en compétition avec l'international, pas avoir un saupoudrage qui malheureusement ne porte pas ses fruits. Alors, dans votre réponse, ça pose deux questions que je vais distribuer. Et je vais distribuer la parole. Dans les taxes sur les entreprises, beaucoup concernent les grandes entreprises. Donc là-dessus, Jean-Pierre Camadieu a une question pour vous. Et Madame de Gotex vous interpellera sur le coût du travail. J'aimerais compléter, rectifier. Oui, d'accord. Mais donc on sait. Alors, sur les grandes entreprises, qui sont souvent visées par ces taxes. Oui, alors, grandes entreprises, peut-être juste pour rebondir, le hasard fait que je suis aussi administrateur d'Airbus, et Airbus est vraiment un bon endroit pour comparer le coût du travail entre la France et l'Allemagne. Et là, je vous renvoie aux propos de Guillaume Faury, le directeur général. Pour le type d'employé d'Airbus, plutôt employé qualifié, enfin ouvrier qualifié, ingénieur, l'écart de coût du travail entre France et Allemagne, il est vraiment très significatif et c'est évidemment un souci. Mais je voulais élargir la question aux grandes entreprises. C'est vrai que quand on écoute les débats des dernières semaines, on a l'impression que les grandes entreprises sont... sont considérés comme un endroit où il faut appliquer des taxes de manière importante, voire très importante. Et il y a une sorte d'absence de reconnaissance de leur contribution à l'économie française. Et si je prends, je ne vais pas vous ennuyer avec beaucoup de chiffres, mais si on prend simplement le travail très intéressant que fait l'AFEP chaque année, l'AFEP, c'est l'association qui regroupe les 100 plus grandes entreprises privées françaises. Ces 100 entreprises, elles emploient 2,1 millions de salariés. Elles représentent à peu près 13% de la valeur ajoutée du PIB marchand et elles contribuent à hauteur de 20% aux prélèvements sociaux et aux impôts. Donc ce sont des très grands contributeurs. Quand on écoute ou quand on regarde les enquêtes d'opinion faites auprès de nos salariés, ils sont généralement satisfaits. En tout cas, la comparaison entre grandes entreprises et entreprises de plus petite taille, pour tout un tas de raisons qui sont compréhensibles, sont à l'avantage de nos grandes entreprises. Quand on interroge les Français en général, on s'aperçoit que les entreprises que les Français ont confiance dans leurs entreprises, peut-être plus d'ailleurs que dans le personnel politique. Et pour autant, dans le débat public et dans le débat politique, ces grandes entreprises aujourd'hui sont largement stigmatisées. Et j'aimerais savoir comment vous réagissez à cette interpellation. Et dans votre vision, quel est le rôle des grandes entreprises ? Et si je peux rajouter 2 points, un facteur d'innovation capable de projeter l'image de la France sur plein de marchés internationaux. La France a cette particularité d'avoir un nombre, quand on se compare à d'autres, plutôt plus importante que dans d'autres pays. On projette aussi notre modèle social, d'ailleurs, en emportant un certain nombre de nos pratiques hors de nos frontières. Pourquoi cette haine ? Je ne vous hais point. J'ai bien conscience de ce qu'apportent les grandes entreprises. J'ai commencé ma vie professionnelle dans une PME qui était une filiale, à l'époque, d'EDF et de Framatome et du CEA. Et dans cette entreprise, j'ai bien compris ce qu'était une logique de filière. Quand EDF vendait un réacteur nucléaire, l'entreprise à laquelle j'appartenais vendait les simulateurs de conduite qui permettaient donc, et notre chiffre d'affaires était très lié à ces grands groupes. Et je sais bien que les grandes entreprises ont aussi vocation à tirer toute une série d'entreprises derrière elles, sous-traitantes ou qui ont des offres complémentaires à celles des grands groupes. Donc il ne s'agit pas de dire qu'elles elles méritent notre réprobation. Nous avons heureusement des champions en France qui permettent de tirer, y compris le produit intérieur brut. Il n'y a pas de, j'ai aucune, il n'y a pas de haine, et y compris quand on débat de fiscalité, il n'y a pas de haine vis-à-vis de ceux que l'on impose. Quand on impose sur le revenu l'ensemble des Français,
on ne hait pas les Français. Simplement, quand il faut un éclairage public, quand il faut une école, quand il faut un hôpital, quand il faut un policier, quand il faut un médecin, quand il faut une infirmière, on sait bien aussi qu'il faut le payer et qu'à un moment, ce que ne payent pas les uns, les autres le payent. La réalité des grands groupes, pardon de le dire, c'est quand même qu'elles payent plutôt moins que les PME ou les ETI. Les grands groupes, parce qu'ils ont les moyens de l'optimisation, parce qu'ils ont les moyens d'être accompagnés, eh bien, ont en réalité un taux d'imposition réel qui est plus faible que les PME. Et ce que je vois, c'est que moi, le monde auquel je veux appartenir, et je reviens à ce que je disais en introduction, le monde dans lequel je veux vivre, ce n'est pas, pardon de lâcher ce mot qui va peut-être vous faire bondir dans la salle, mais moi, je ne veux pas vivre aux États-Unis dans un monde libéral où vous avez un système de santé qui vous coûte 5 à 10 fois plus cher à prestations équivalentes. Ça n'est pas mon point de vue, ça n'est pas en fait ce que je défends. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il faut bien sûr tenir compte de ce que vivent les grands groupes, il ne s'agit pas de leur imposer une fiscalité qui serait pénalisante, mais en même temps ne pas laisser penser non plus qu'aujourd'hui on vivrait dans un enfer fiscal en France, ce qui n'est pas le cas. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je reprends les chiffres qui, je ne sais pas si je les ai sous les yeux, mais sur la comparaison avec les pays de l'OCDE. En France, l'impôt sur les sociétés, taux réel et non pas le taux théorique, on est à 2,1 points de PIB en 2024 contre 3,9 points de PIB pour les pays de l'OCDE. C'est donc dire qu'en France, nous sommes plutôt moins imposés à l'IS qu'ailleurs. Alors, il y a une question corollaire, justement, sur les impôts et les aides que Mme de Gotex avait évoquées. Est-ce que le débat sur les aides a beaucoup monté, les aides dont bénéficieraient notamment les grandes entreprises? Il y a une proposition de Mme de Gotex, justement, que vous pouvez formuler sur baisser les aides et baisser les impôts. Oui, c'est-à-dire que, en fait, alors d'abord, ce que je voulais reprendre, c'est qu'on est tous alignés sur une même finalité, c'est sortir de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et il faut arrêter d'opposer les uns les autres les catégories, les personnes. Et les patrons de TI en sont convaincus. Je voudrais rappeler comme chiffre que les grandes entreprises font vivre et tirent l'innovation, tirent l'emploi, et les ETI sur les territoires représentent 2/3 des emplois, ce qui est quand même énorme, et 1/3 des exportations. Donc on a des batailles qui sont proches, et on doit s'aligner. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, il faut sortir de cette stigmatisation aussi des patrons de TI qui réclament des aides. Un patron de TI, il est courageux, alors on en a marre du terme résilient, ras-le-bol, mais en revanche, oui, il est courageux. Et il n'est pas quémandeur d'aide. Quand il demande des aides, c'est pour compenser une surcharge fiscale, pour maintenir son innovation, maintenir son embauche, maintenir son développement. Donc, de manière un peu pragmatique, pour sortir de cet affrontement sur les aides, si on réduit les aides, en plus, on n'en bénéficie qu'à hauteur de 6% dans les ETI. Donc, et qu'on baisse la pression fiscale, on libère le chiffre du haut, parce que la pression fiscale, c'est la ligne du bas, mais ce qu'il faut libérer, c'est la ligne du haut, le chiffre d'affaires et le résultat qu'on peut faire. Donc, est-ce que ça serait envisageable pour vous d'imaginer un dispositif qui allégerait cette pression, qui a fait sa démonstration, honnêtement? Remontez en 2021, vous verrez comme ça libère. Et pour finir, pour dire les conséquences d'une pression fiscale, aujourd'hui, ce qui est inquiétant, un bruit de fond qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a les patrons en ont un peu marre, les entreprises en ont marre, il y a une lassitude, et quand on voit, il n'y a plus que 16% des ETI qui veulent maintenir leur investissement aujourd'hui. Donc ça va dans le sens où vous dites qu'il faut maintenir, il faut relancer, mais pour ça, il faut encourager. Alors c'est dommage que vous me dites que je sois devant vous et pas Gabriel Attal. Mais tout à l'heure, je crois qu'il vient, il faudra lui poser la question, parce que dans le débat actuel, pour avoir de l'argent, il y a deux façons de faire. Soit on demande des recettes supplémentaires, soit on fait des économies. Et les économies, c'est notamment les aides qui sont aujourd'hui fournies aux entreprises. Vous avez ce chiffre qui est sorti du rapport du Sénat qui parle de 211 milliards par an, qui mélange un peu les choux et les carottes, mais enfin, qui malgré tout donne un peu la masse qui est aujourd'hui consacrée soit à des prêts, soit à des subventions, soit donc à des exonérations. Eh bien, dans le débat parlementaire, Gabriel Attal est celui qui s'est opposé déjà sous Michel Barnier, c'est-à-dire que Michel Barnier était plus à gauche, entre guillemets, que Gabriel Attal, s'est opposé à toute forme de baisse des exonérations de cotisations
parce que lui considère que ça touche au fameux coût du travail. Et donc, votre équation, je la trouve assez juste en réalité. Aujourd'hui, enfin juste jusqu'à un certain point, je m'explique. Vous avez en réalité une pression fiscale qui n'a cessé de baisser depuis 40 ans. Tout à l'heure, je disais 86, l'IS c'est 50%, aujourd'hui c'est 25% taux théorique. Beaucoup plus bas si on prend le taux réel. Et la réalité, c'est qu'on a aussi, enfin le gouvernement actuel a aussi baissé la CVAE. On prélevait 18 milliards, c'est aujourd'hui 4 milliards. Donc la pression fiscale a beaucoup baissé. Dans le même temps, on aurait pu dire, puisque la fiscalité baisse, on va un peu moins aider les entreprises. Ce n'est pas ce qui s'est passé. On a continué au contraire à augmenter les exonérations, et donc c'est un peu fromage et dessert. Donc si vous dites que vous voulez simplement le fromage et plus le dessert, ça se discute, et il y a quelque chose qui peut effectivement s'envisager, parce que c'est aussi une façon d'envisager les choses. Et peut-être qu'on aura là un exercice de simplification, parce que c'est vrai qu'on a des tuyaux dans tous les sens. On prélève, mais en même temps, on rend de l'autre côté. Ça n'a pas tellement de sens. Donc, effectivement, si vous êtes prêt à ce débat-là, moi, j'y suis prêt aussi. Très bien. Alors, passons à l'autre débat sur la taxation du patrimoine. On va aller directement dans le sujet, notamment évoquer cette fameuse taxe Zuckman. Ça a déchaîné les passions ces dernières semaines. Et donc, vous avez une question sur la taxation, notamment des biens professionnels, à Olivier Faure. Oui, bonjour Monsieur Faure. La taxe Zuckman, c'est une taxe qui vient taxer la création de richesse. Et elle vient aussi taxer la création du patrimoine professionnel. Et la possibilité de potentiellement un jour devenir riche est un moteur extrêmement puissant de l'entrepreneuriat. Et quand on crée une entreprise, celle-ci n'est pas immédiatement liquide. Il y a une énorme différence entre j'ai un patrimoine professionnel qui potentiellement peut valoir quelque chose, mais tant que je n'ai pas vendu ce patrimoine professionnel, je n'ai pas d'argent. Et donc, la question est, ne serait-il pas incroyablement plus pertinent de taxer au moment du décès plutôt que de taxer au moment de la création de richesse durant la vie ? Est-ce qu'il ne serait pas incroyablement plus pertinent, si on veut rebattre les cartes, de se dire, au moment, pour les très grosses successions, parce que moi, mon ambition pour mes enfants, c'est pas qu'ils soient riches. Mon ambition, c'est qu'elles soient heureuses, mes filles. J'ai pas envie qu'elles soient riches. Le fait d'être riche est, par ailleurs, très riche, potentiellement un élément plutôt de malheur que de bonheur. Et donc, hormis la transmission, il est pas je pense d'accord. que c'est. Je vais aller en parler à ceux qui sont au SMIC aujourd'hui. C'est pas ce que je dis, les très riches, c'est pas forcément quelque chose de vraiment facile. Mais c'est justement c'est la raison pour laquelle la taxe Zuckman proposait d'alléger un peu leur fardeau. Ouais, mais justement, il le fait au cours de la vie et non pas au moment de l'héritage, sachant par ailleurs que la transmission d'une entreprise est très différente de la transmission de valeurs mobilières. Si je vous transmets un immeuble, si je vous transmets de l'argent, un compte en banque, vous pouvez immédiatement l'utiliser. Je vous transmets une entreprise, les clés de l'entreprise, qu'est-ce que vous en faites ? À part la regarder, est-ce que vous serez capable de l'exploiter, etc. C'est au moment où cette transmission d'entreprise se transforme en argent, c'est-à-dire au moment où elle est vendue, qu'il faudrait mettre en place la taxe, pas au moment où elle est transmise. Alors, j'ai envie de répondre. Il y a beaucoup de sujets. Enfin, j'aurais bien voulu vous répondre sur la taxe Zuckman. Peut-être que je le ferai à la fin, mais il y a une suggestion que vous faites qui m'intéresse beaucoup, et donc je voudrais d'abord parler de ça, sur les successions. On est passé de la méritocratie à l'héritocratie. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation où, en France, la génération des années 70, la mienne, c'est pas mon cas, mais enfin, on va avoir, dans cette génération-là, 10% de gens qui vont vivre de leur rente. Et on aura désormais des gens qui détiennent un patrimoine aux 2 tiers qui leur provient de l'héritage, 1 tiers de leur épargne. Donc on est dans une situation où on a complètement inversé les valeurs. Ça n'est plus le risque, ça n'est plus le mérite, ce n'est plus l'efficacité au travail, c'est en réalité l'héritage qui crée la richesse. Et donc vous avez raison de dire qu'il y a quelque chose de très injuste là-dedans. Quel est le mérite de celui qui est simplement le fils ou la fille d'eux ? Aucun mérite. Bon, donc effectivement, il y a là un sujet qui est un énorme sujet.
je ne sais pas si les gens savent exactement ce qu'est aujourd'hui le droit fiscal, mais par exemple, ce que vous avez les fameuses plus-values latentes. Je vais essayer de donner un exemple simple pour que tout le monde se comprenne. J'achète une action 10 €. Et à la fin de mes jours, elle en vaut 100. Donc il y a une plus-value de 90. Au moment de mon décès, mes héritiers, eh bien, on considère que ces plus-values latentes, elles disparaissent, et donc jamais ces plus-values ne seront imposées. Et ils ne seront imposés, eux, qu'au moment où ils passeront de 100 à 120, par exemple, mais ne seront imposés que sur 20. C'est-à-dire que sur 110 € de plus-value, ils ne seront imposés que sur 20 €. Il y a là une forme de scandale, effectivement, parce que rien n'est mérité dans cette affaire et qu'on est dans une situation où on n'impose pas complètement les plus-values. Il y a le pacte Dutreil qu'il faut revoir. Alors, il a été en partie revu dans la première lecture du PLF, et c'est une bonne chose. Je comprends que le pacte Dutreil existe. Il y a besoin de transmettre les entreprises et d'éviter leur démembrement et leur passage à des capitaux étrangers. Ça, c'est parfaitement juste. En revanche, ce qui ne l'est pas, c'est qu'on y introduise les biens somptuaires, qu'on fasse en sorte que la détention de ces entreprises soit en fait sur une durée très courte, donc elle a été rallongée. Il y a toute une série d'améliorations qu'il faut apporter, y compris faire en sorte que dans les entreprises qui ne sont pas en concurrence avec l'étranger, eh bien, il y ait là aussi des taux différents. C'est quand même un abattement de 75%. Enfin, c'est quand même énorme. Donc il faut là faire veiller à ce que on puisse avoir des transmissions, certes, mais que ce ne soient pas des privilèges fiscaux qui soient accordés à des gens qui, effectivement, ne méritent pas complètement tout cela. C'est un sujet qui va être un sujet vraiment des prochaines années, puisque d'ici 15 ans, il y a 9 000 milliards qui vont être transmis d'une génération à la suivante. Mais globalement, est-ce que vous proposez donc d'augmenter les taxes sur l'héritage? Est-ce que ce serait normal de les augmenter de façon importante? Mais je souhaite que le débat s'ouvre, effectivement. Je souhaite qu'on puisse, par exemple, remettre à zéro, qu'on arrête la remise à zéro des plus-values au moment du décès. Je souhaite qu'on révise le pacte Dutreil. Je pense que sur l'assurance vie, là aussi, il y a beaucoup à revoir. Donc il y a toute une série de sujets. Si, d'ailleurs, les libéraux étaient vraiment libéraux, ils devraient eux-mêmes le proposer. Les libéraux, historiquement... C'est ce que j'ai proposé, mais par contre, c'est contre le fait, une réduction de la taxation en cours de vie. Alors, bien évidemment, parce que ça ne peut pas être et l'un et l'autre. On est bien d'accord. Hein. J'avais bien compris. Justement, mais je viens quand même, parce que je crains que nous soyons dans un système très hybride en réalité. On n'imposera jamais à 100% l'héritage. Et là, je voudrais rassurer celles et ceux qui ont des petits héritages à transmettre. Là, on parle de gros héritages. Et 90% des Français ne sont même pas touchés aujourd'hui par les droits de succession. Mais comme on arrive certainement à un système hybride, on n'imposera jamais à 100% les héritages. Donc il faut aussi se poser la question de savoir comment on impose, non pas les entreprises, mais les très gros patrimoines, les très grandes fortunes. C'était l'intérêt de la taxe Zuckman. Mais je voudrais donner un exemple précis. Parce qu'on a beaucoup dit... Vous vous rendez compte, c'est affreux, tout n'est pas liquide. C'est vrai, il y a certainement des améliorations à apporter. J'ai rencontré Arthur Mensch, j'ai vu toute une série de gens, les licornes, qui évidemment ont un problème parce qu'elles n'ont même jamais vu le début du commencement d'un centime. Elles sont simplement avec un compte virtuel et qui peut effectivement ne jamais être que virtuel. Donc là, il y a quelque chose à vérifier, à regarder. Mais quelque chose, c'est-à-dire parce Gabriel Zuckman a parlé lui-même de payer en actions. Bon, moi là-dessus... Et là-dessus, vous êtes pour qu'Arthur Mensch donne des actions à l'État? C'est une forme de nationalisation. Je paye à l'État. Non, attendez. On parle de 2% de l'assiette. C'est-à-dire c'est rien. C'est rien. Ah non, attendez. Bon, je vais peut-être expliquer ce que c'est que la taxe Zuckman parce que je crois que tout le monde n'a pas compris. Parce que vraiment, là, il y a une forme d'incompréhension. On parle de quoi? On parle d'un impôt plancher, d'un impôt minimum. On dit que quelqu'un qui gagne plus de 100 millions, qui a un patrimoine de plus de 100 millions d'euros, doit avoir chaque année une imposition qui est égale à minima à 2% de ce patrimoine. Je prends un exemple précis pour un milliardaire, un cas pratique. Vous avez un patrimoine d'1 milliard. Donc, vous avez donc là un seuil qui est à 100 millions. Donc, vous allez être une assiette qui est à
900 millions d'euros. Un taux qui, selon Gabriel Zucman, est de 1 ou 2%. Prenons le plus élevé, 2%. Donc sa taxe annuelle, elle est de 900 millions, la base taxable, multipliée par 2%, égale 18 millions d'euros. Si son patrimoine lui rapporte en moyenne 5% par an, ce qui est la moyenne, c'est parfois beaucoup plus. Vous prenez en réalité Challenge depuis 96, le début de votre classement des 500 plus grosses fortunes. Si vous regardez ce qui s'est passé depuis 96, ces différents patrimoines, ils n'ont pas baissé, ils ont tous augmenté, et c'est plutôt une moyenne autour de 7 à 12%. Donc là, je prends un taux très faible. Je dis 5% simplement, le capital ne rapporte que 5%. Donc, s'il rapporte 5% seulement, sur toujours mon milliard, il a rapporté 50 millions. Si vous faites maintenant la différence, 50 millions revenus du capital, taxe Zucman 18 millions, il reste 32 millions qui sont là sans touche au capital, simplement sur le rendement de ce que le capital a rapporté. On est très très loin de la spoliation. Vous avez oublié l'inflation. Bah, enlevez l'inflation si vous voulez. Vous avez oublié les impôts sur les 5%. Donc l'un plus l'autre. Non mais comment voulez-vous expliquer, comment voulez-vous qu'on explique? Moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais je suis un patriote. Et ce que je voudrais, c'est que chacun comprenne que ce que les uns ne payent pas, les autres vont devoir le payer. Comment vous allez expliquer qu'on va faire une année blanche sur des retraités qui gagnent péniblement 1 200 €, que vous allez supprimer des prestations sociales, ou en tout cas les diminuer, que vous allez supprimer l'abattement sur les retraites, que vous allez faire toute une série de réformes vous allez peut-être geler le barème de l'impôt sur le revenu, ce qui va avoir pour effet de faire rentrer 200 000 foyers fiscaux dans l'impôt sur le revenu qu'ils ne payaient pas. Là, on parle des gens qui sont en réalité à des niveaux auxquels personne ici ne voudrait vivre. Et donc, ce que eux ne payent pas, je parle là des gens qui ont un patrimoine de plus de 100 millions d'euros, eh bien, tous les autres vont le payer. Et c'est ça que je veux dire. C'est simplement qu'à un moment, il faut faire des choix. Et ces choix politiques, c'est la noblesse aussi de la vie politique. C'est qu'à un moment, il y a des choix. Et c'est vrai que le choix que je formule devant vous, il est simple, il est clair. C'est que je préfère, à un moment, que ceux qui ont beaucoup payent à la place de ceux qui n'ont rien. C'est très intéressant parce que dans ce que vous dites, en gros, c'est que la taxe Zucman, mis à part quelques cas, Arthur Bench et d'autres, elle ne pose pas de problème. C'est-à-dire elle est payable sans avoir d'effet pervers. J'aimerais bien avoir votre réaction là-dessus, et notamment vous, représentante du METI, est-ce que je crois que vous bataillez contre cette taxe? Alors, pourquoi est-ce qu'elle a des effets pervers? Alors, on bataille, et surtout on essaie de défendre et de protéger. Vous avez évoqué le pacte du Dutreil, qui est plus le dispositif qui concerne les patrons de TI. Et là où on peut s'aligner aussi, c'est qu'un patron de TI, globalement, il a une singularité outre être ancré sur son territoire. Le terme RSE, il en faisait bien avant qu'on en fasse un mot du quotidien. Donc le social, les patrons de TI, pour la majorité d'entre eux, font du social et de l'environnemental. Et quand ils veulent transmettre leur entreprise, c'est pas pour enrichir les enfants... comme mon voisin le précisait également sur la taxe Zucman, c'est pas pour enrichir, c'est pour pérenniser. Et aujourd'hui, les taxes font qu'ils n'ont pas les moyens, et nombre de dirigeantes qui sont dans cette phase de transmission vous diraient qu'aujourd'hui, il faut des années pour permettre à leurs enfants même de couvrir la taxe qui a déjà baissé, qui reste cependant plus haute que dans les autres pays. Et donc, pourquoi est-ce qu'il est important de défendre ce pacte du Dutreil? Et je vous rejoins sur le fait, on est tous assez d'accord sur le fait d'exclure des biens somptuaires. On a eu un débat récemment, et on est vraiment alignés là-dessus. En revanche, le bruit de fond qu'on n'entend pas, et là, c'est en tant que coprésidente du club des ETI Auvergne-Rhône-Alpes, ce qu'on n'entend pas et qu'il faut que nos politiques entendent, c'est qu'aujourd'hui se pose la question de maintenir ces écosystèmes qui sont tenus par les ETI, parce que les dirigeants saturent, parce qu'ils n'ont plus parfois les moyens de tenir leur boîte, mais surtout parce que la génération d'après, qui a moins cet attachement au territoire, ou que le modèle du père ou de la mère ne fait pas rêver parce que trop dur, il se pose la question de délocaliser, de partir, de faire autre chose. Et donc si on enlève toute cette richesse possible que l'on peut créer dans les ETI, on tue évidemment une grande part de la richesse, mais n'oublions pas aussi qu'on fait vivre tout un écosystème sur le territoire. Donc la défense du pacte de Dutreil, c'est aussi la souveraineté économique du pays. Qu'en pensez-vous?
J'en pense ce qu'en pense la Cour des comptes, en l'occurrence. La Cour des comptes, elle dit que l'efficience du pacte Dutreil reste à démontrer. Il y a un rapport qui vient de sortir très récemment et qui montre que c'est l'une des plus grosses niches fiscales qui existent dans notre pays et qu'en réalité, elle a une efficience faible. Je vais vous prendre, tout à l'heure, j'ai évoqué la question de la transmission des plus-values latentes. Je voudrais parler, par exemple, puisque là, vous dites... Et je comprends parfaitement, moi j'adhère à l'idée qu'il faut transmettre dans de bonnes conditions les entreprises pour qu'elles ne passent pas aux mains des étrangers, même si pour l'instant, pour ceux qui ne passent pas par le pacte Dutreil, ce qu'on observe, c'est que c'est très rare et que ce sont des entreprises européennes principalement qui reprennent en fait les entreprises qui sont cédées. Mais je reviens simplement, imaginons qu'il y ait un vrai danger. Par exemple, comment vous expliquez ce mécanisme qu'on appelle le Family Buy Act, par lequel vous avez, dans le pacte Dutreil, la possibilité pour un des membres de la famille de racheter les parts de ses frères et sœurs, ces frères et sœurs étant eux-mêmes bénéficiaires du pacte Dutreil, et donc d'avoir un abattement de 75%. C'est inimaginable. Ils ne participent pas à la pérennité de l'entreprise, ils ne participent pas à son développement, ils s'en dégagent au contraire, et pourtant... ils bénéficient du pacte Dutreil. Ça, c'est pas normal. Vous admettrez que ce n'est pas possible de maintenir ça dans le pacte Dutreil. De la même façon, quand vous avez un portefeuille d'actions qui n'est pas lié à l'entreprise que vous gérez, mais qui est un portefeuille d'actions parce que vous avez diversifié votre portefeuille, est-ce qu'il est normal que ça figure dans le pacte Dutreil? La réponse est non. De la même façon que les biens somptuaires ne doivent pas y entrer. Alors, bien somptuaire, je suis d'accord. En revanche, sur le fait de dire la fratrie, c'est qu'à un moment donné, se pose la même question de la liquidité. C'est qu'à un moment donné, il n'y a pas les moyens de racheter ou de pénaliser. Enfin, c'est juste pas possible. Mais là, on parle... Pour ceux qui reprennent l'entreprise, je le comprends. Pour ceux qui s'en dégagent, il n'y a aucune raison particulière de leur accorder le même bénéfice que celui qui va reprendre l'entreprise et la pérenniser. Dans ces cas-là, ils doivent être imposés au taux qui est le taux normal, qui est normalement de 45% pour ce type de succession. D'accord. Okay. Jean-Pierre Garmilieu, est-ce que vous voulez réagir là-dessus? On passe au thème suivant. Alors, le thème suivant, puisque le temps avance très très vite, c'est la retraite. Donc, évidemment, c'est à votre tableau de chasse, si je puis dire. Vous affichez la suspension ou le décalage de la réforme Borne. Et là-dessus, sur ce sujet-là, Jean-Pierre Camadio a une question détaillée à vous poser. Oui, enfin, une question n'est pas très originale, mais je pense qu'il faut peut-être essayer d'aller dans des réponses courtes. Mais vous avez fait de ce thème des retraites le sujet essentiel d'entrer en mêlée pour la discussion budgétaire. Au fond, est-ce bien raisonnable? Est-ce que quand on regarde ce qui se passe autour de nous, dans d'autres pays européens, quand on regarde la situation française, est-ce que le vrai enjeu, c'est pas effectivement de travailler plus, d'entrer sur le marché du travail plus tôt en France, et probablement d'en sortir un petit peu plus tard? Et est-ce que ce débat sur les retraites est vraiment le débat clé, ou réouvrir ce débat, est-ce que c'est vraiment le sujet essentiel du pays aujourd'hui? Et j'ai quelquefois le sentiment, on s'est tellement concentré sur ce sujet qu'on est passé à côté de plein de choses. Moi, je suis bien plus préoccupé de la manière dont la France va se préparer à la révolution sur l'intelligence artificielle. On a des sujets de formation qui sont absolument clés. Et là, on a l'impression, depuis quelques semaines, de ne parler que de fiscalité, on vient de le faire, ou de retraite. Est-ce que c'est vraiment le bon sujet aujourd'hui pour mobiliser nos concitoyens? Moi, je comprends que ce ne soit pas un sujet essentiel pour vous, et même pour moi, personnellement, ça ne l'est pas. Parce que vous, comme moi, nous sommes dans des métiers que nous aimons. Le matin, nous nous levons avec plaisir, nous sommes heureux de ce que nous faisons. Mais si vous et moi étions tout à l'heure sur un chantier, avec un marteau-piqueur entre les mains, je pense qu'on aurait une vision très différente du sujet. Et donc, ce que je défends, ça n'est pas l'idée que... la réalité de cette histoire, c'est que quand on passe uniquement par l'âge légal, on pénalise des gens qui ont commencé à travailler tôt, qui ont eu les métiers les plus pénibles, qui ont en fait les métiers les moins bien rémunérés et qui ont l'espérance de vie la plus faible. Quand on a fait des études longues et qu'on doit faire 43 années de cotisation, la réalité, c'est qu'on est déjà au-dessus de l'âge légal. Et donc, cette question-là ne se pose pas. La réforme Borne, elle ne touche pas les cadres supérieurs. Elle ne touche pas même les cadres, elle touche tous les autres. Et donc, est-ce que vous trouvez normal que ce soit, en fait, celui qui est au marteau-piqueur qui va payer votre retraite et la mienne? Moi, je trouve ça honteux. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut revenir sur la réforme Borne. Est-ce que c'est un débat essentiel?
oui, c'est un débat qui est un débat important, qui fait partie du contrat social que les Français ont passé. Et ça n'est pas juste non plus de dire que nous sommes les derniers de la classe en Europe. Ça n'est pas vrai, parce que nous avons en fait 2 bornes d'âge, sans jeu de mots, en France. Nous avons une première borne qui est à 64 ans, réforme d'Elisabeth Borne, et une deuxième borne qui est 67 ans, qui est l'âge du taux plein. Quand on compare avec les autres pays, en fait, il faut comparer non pas la première borne, mais la seconde borne, qui est effectivement 67 ans quasiment partout. Mais qu'est-ce qui se passe dans les autres pays? L'âge de départ effectif, réel, il est bien avant. Il est à peu près au même niveau que ce que nous connaissons en France. Pourquoi? Parce qu'ils ont un système de décote qui n'est pas du tout identique au nôtre, et la question de l'âge légal ne se pose pas de la même façon. Donc, il faut comparer ce qui est comparable, et la réalité, c'est que vous avez des gens qui sont totalement usés à 60 ans, qui ne peuvent plus travailler. Et vous avez aussi des gens à qui on va demander de rester au chômage ou dans les revenus de la solidarité pendant des années, sans avoir la possibilité de travailler. Et je ne suis pas sûr que ce soit ni bon pour les caisses de l'État, ni bon pour la santé mentale de ces gens, ni bon pour personne. Monsieur Faure, est-ce que vous avez en tête quand même toutes les études de l'OCDE qui montrent que la France est le pays qui dépense le plus pour ses retraites? Oui. Le nombre d'années passées à la retraite est le plus élevé en France, donc le système le plus généreux, qui fait 14% du PIB. Est-ce que ça, c'est une préoccupation pour vous, Oui. en termes de coûts? D'abord, pour l'instant, vous êtes trop jeune pour vous en soucier. Mais vous verrez, un jour, vous serez heureux d'être à la retraite et de pouvoir enfin vous reposer. Moi, ce que je vous dis, c'est que... Juste, les salariés sont heureux. Hein. Oui, vous bien disiez sûr. tout à l'heure, Il y en a qui sont quelqu'un heureux, bien sûr. qui a un métier modeste, contrairement à nous, n'est pas heureux dans son travail. Moi, j'emploie des personnes qui font du ménage, de la garde d'enfants, de l'accompagnement des personnes âgées ou handicapées. On a 95% de nos salariés qui se disent épanouis à leur travail. Il ne faut pas croire que parce que l'on fait un métier manuel vous avez raison. ou un métier modeste, on est malheureux mais à bien son sûr, travail. mais c'est pas Le travail c'est est un pas ça la élément question. d'épanouissement. Mais bien sûr. Mais je vais vous donner un exemple que je connais bien. Ma mère, elle était infirmière. Elle adorait son travail. Elle l'a fait avec le plus grand des bonheurs, et j'espère le plus grand des bonheurs de ses patients. Mais le problème, c'est que quand elle était dans un service de gériatrie, quand vous avez à soulever des malades toute la journée, tous les jours, etc., à un moment, même si vous adorez votre travail, vous ne pouvez plus le faire. Et ce que je dis là, c'est que l'usure professionnelle, elle n'est pas identique que vous soyez dans un bureau ou sur des tâches qui sont honnêtement plus usantes. Vous pouvez aussi le faire différemment. Mais je veux revenir à la question qui nous est posée. Sur les 14 points de PIB, est-ce que ça me préoccupe? Oui et non. Oui, ça me préoccupe parce que c'est un coût. Est-ce que si on me disait demain, pour ma mère, est-ce que je suis prêt, quand on crée 100 € de richesse, à dire que ce ne sera pas 14 € qu'on mettra sur sa retraite, mais 14,50 €? Est-ce que je suis prêt à faire ce pas-là? Eh bien, je demande à chacun d'entre vous dans la salle, si on vous posait cette question-là, de cette façon-là, est-ce que pour vos vieux parents, vos vieux grands-parents, si on vous demande de consacrer, non pas 14 €, mais 14,50 € à ce qu'ils puissent vivre bien, à la retraite, en EHPAD, est-ce que vous êtes prêt à le faire ou pas? Eh bien, moi, je défends un monde où on peut mettre 14,50 € pour son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère. Voilà le monde que je défends. Mais je pense que pensez tout pas le qu'il monde faut serait travailler hyper content de mettre 25 €. Eh ben voilà. Sauf Oui, on est qu'on n'est pas d'accord. capable. Il y a un moment où il y a de la réalité économique. Mais quelle réalité économique vous me parlez là? Moi, je vous parle tout simplement de cotisation. 1 plus 1 1 plus 1, d'accord. égale 2. Mais Voilà. Et à un moment, juste, il y a une Oui. réalité économique qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus supportable. Il y a juste un point de capacité à supporter. Et vous avez raison de dire qu'à un certain âge, quand on devient fatigué physiquement, on n'est plus capable de tout faire. Vous avez complètement raison. Il n'y a pas de débat. Mais on peut peut-être faire autrement. Votre maman, qui était infirmière, elle intervenait sur des prestations où il y a besoin de soulever des personnes, mais pas uniquement. Il y a des prestations qu'elle pouvait continuer à faire. Vous voyez ce que je veux dire? On peut continuer à travailler autrement. On n'est pas obligé par ailleurs, dans le travail, de se dire c'est on-off. Ça peut aussi être progressif. Et votre Mais, approche, attendez, je vais vous poser une question, c'est combien de personnes vous embauchez, première embauche, dans votre entreprise, qui ont plus de 60 ans? Donnez-moi le chiffre précis du nombre de gens, de salariés âgés dans votre entreprise qui font le ménage, par exemple. Alors, on a 19,2% de nos salariés, on les a embauchés au-delà de 55 ans. Et on a, de façon extrêmement précise, 25 personnes qui sont nées avant 1950 dans l'entreprise. Donc avant 25. 1950, on en a 25 qui continuent à Sur travailler. combien?
Ah, sur 20 000 collaborateurs. Ah, bah voilà, Mais 25 sur d'accord, 20 000, vous avez raison. 1950. C'est très- 1950. C'est C'est-à-dire que ce sont simplement des gens ce que qui je ont veux plus vous de dire. 75 ans. C'est que, mais non, mais ça veut dire Et que donc, tout ils simplement. continuent à travailler. Mais Parce que le travail est un élément mais même d'épanouissement. comme vous êtes un patron et que vous cherchez de l'efficience, de l'efficacité, pour quelqu'un qui fait le ménage à 70 ans, vous savez très bien qu'elle poussera le balai moins vite. Et donc, vous n'allez pas l'embaucher. Donc, c'est là aussi qu'il faut aussi à un moment se poser les bonnes questions et se dire, est-ce que nous pouvons, sur tous les métiers du monde, avoir le même regard? Et moi, je défends l'idée que nous devons avoir, eh bien, même y compris des durées de cotisation qui doivent être différentes selon les métiers auxquels vous appartenez, parce que vous ne pouvez pas loger à la même enseigne des gens qui font des boulots aussi différents. Moi, si vous me dites que j'ai travaillé à 67 ans, j'espère que j'en aurai encore la santé, mais au moment où je vous parle, j'ai l'impression que dans 10 ans, je serai encore en mesure de faire mon boulot. Quand je vois à l'Assemblée des gens qui ont été ministres, présidents, etc., et qui sont encore là, je me dis que finalement, après 67 ans, ils sont encore capables, disponibles intellectuellement, physiquement, etc. Ça n'est pas la même chose. Donc, je veux que l'on distingue les uns et les autres. Très bien. Et la Mais pourquoi- réforme mais pourquoi Borne, ce retour? il faudra Pourquoi effectivement y revenir, pas pour ne rien faire. Je ne dis pas qu'il faut simplement se contenter de l'existant. Je suis conscient qu'il y a un coût à tout ça. Mais je veux aussi qu'on puisse avoir une réforme qui soit la plus juste possible. Celle-là ne l'était pas. J'aimerais que patronat, syndicats, politiques, nous puissions nous retrouver autour d'une table et nous poser sérieusement la question en se disant qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment est-ce qu'on fait pour distinguer les carrières et faire en sorte que demain, eh bien, on ait un système qui soit un système pérenne, qui permette de garantir la retraite de celles et ceux qui viendront après nous, mais une retraite juste. On va passer à un autre sujet. Vous vouliez réagir ou on passe à un autre sujet? Non, moi j'allais réagir en disant oui, mais vous commencez ce débat en revenant en arrière. Et c'est ça qui est dommage. Moi je pense que le débat sur la pénibilité, il est parfaitement compréhensible. Et oui, il y a un certain nombre de salariés qui, à tel ou tel âge, ne sont plus en mesure de travailler comme ils travaillent aujourd'hui. Mais là, on revient sur un débat qu'on a déjà eu et on revient en continuant à se concentrer sur cet âge de départ. C'est pas le sujet, vous le dites vous-même. C'est le sujet. Il y a des gens pour qui c'est le sujet. Donc, ce que je voudrais, c'est qu'on ait une réforme qui, vraisemblablement, fasse sauter l'âge légal, par exemple, et qu'on puisse varier selon la durée de cotisation. Ça pourrait être un élément. Mais c'est pas ce que pas vous le avez seul. proposé là. Ce que vous avez proposé là, c'est à nouveau d'annuler les effets de la réforme. Non, on a demandé une suspension jusqu'au 1er janvier 2028. Entre les deux, il n'aura échappé à personne qu'il y aura une élection présidentielle et que dans le débat de l'élection présidentielle, chacun sera conduit à dire ce qu'il fait pour remplacer la réforme Borne. J'ai compris que même le gouvernement actuel avait en tête de revenir sur la réforme Borne. Il y a aussi, parce que c'est une blessure à la fois sociale, mais aussi démocratique, et que tout le monde a bien compris que cette réforme-là n'avait aucune chance de demeurer parce que elle est rejetée. Et donc, sur un sujet aussi essentiel que celui-là, c'est pas possible d'avancer avec une réforme qui a été adoptée par le biais du 49.3. Très bien, donc, on va passer, excusez-moi, on va passer, il nous reste que 10 minutes, au dernier gros sujet qui intéresse les dirigeants d'entreprise. Je peux rester une heure de plus, d'entreprise. si vous voulez. Pardon? Je peux rester une heure de plus. Si Ah vous voulez. Nous aussi. Alors, c'est sûr qu'il faut manger, mais bon, on peut manger et Ouais. continuer le débat en mangeant. Donc, le dernier sujet qui intéresse les dirigeants d'entreprise, c'est les relations avec l'État, les relations et les problèmes bureaucratiques, de tracassement administratif, de projets qui ont du mal à sortir. Et donc, vous avez des exemples très concrets dont on a parlé pour préparer cette réunion, de projets qui durent et qui ne sortent jamais, et donc ce qui est évidemment préjudiciable à notre économie. Est-ce que vous pouvez rapidement les rappeler et poser la question à Olivier Faure? Je voulais juste, et très rapidement, sur le point du pacte du travail, continuer à le défendre. On est d'accord. Non. Je corrige le fait de ceux qui ne restent pas dans l'entreprise sur la fiscalité. On est en accord. Voilà, voyez, on avance. Mais nous, on avance toujours. On est Mais toujours très bien, prêt à très bien. avancer, Non, mais, y compris sur les Mais vraiment, le temps de je vais travail. demander à ce que vous veniez à l'Assemblée l'expliquer à ceux qui défendent l'intégralité. Et Avec même plaisir. le monde de l'entreprise, effectivement, moi je crois au dialogue entre nous. Je crois Moi que aussi. nous pouvons être en capacité de nous aligner sur un certain nombre d'objectifs communs. Et je crois aussi que pour les vrais entrepreneurs, eh bien, la question, c'est l'entreprise, c'est pas le bénéfice, c'est pas le gain personnel. On est Parce que d'accord. je sais que ceux qui ont vraiment cette fibre-là, ce qui les intéresse, c'est de développer une activité, de créer de l'emploi, de faire en sorte que les choses avancent. Et justement, eh bien, sortons les rentiers
et accompagnons ceux qui entreprennent. Ça, Alors, ça sera sur une bonne les avancée. choses qui Sur la avancent. Alors, complexité. vos Alors, projets. Effectivement, alors je vais parler pour les ETI, mais c'est vrai pour les entreprises. On est le bras armé de toutes les politiques que vous voulez mettre en place les uns et les autres. Donc ça veut dire qu'il faut créer de la valeur, créer, développer, etc. et des emplois. Pour cela, on a des projets. Et on a des projets qui vont dans le sens environnemental. Aujourd'hui, force est de constater, et là je vais parler pour mon groupe, mais aussi pour les entreprises que j'ai visitées sur le territoire, nombre de projets n'adviennent pas pour des raisons d'engagement des dirigeants, pour des raisons de complexité administrative, pour des raisons de normes qui n'évoluent pas assez vite. Le monde est en transformation, les entreprises sont en mouvement, et aujourd'hui, force est de constater que le temps des administrations, le temps du réglementaire n'est pas celui des entreprises, pas celui des entreprises en difficulté et pas celui de l'urgence environnementale et climatique. Donc nous, on se bouge, on va vite et on est freiné. Et je peux vous dire qu'on a un projet 9 ans en arrière, c'était avant que je n'intègre le groupe, on abandonne. Alors maintenant, je discute avec le gouvernement qui veut qu'on le relance. On est une petite entreprise à l'échelle nationale, mais on abandonne. Et un autre projet qui a été lancé en 2019, qui est vraiment purement environnemental, transition énergétique, qui va voir le jour maintenant pour des pures raisons réglementaires. Ouais. Donc, est-ce que vous abordez ce sujet de complexité qui vient d'ailleurs faire que sur les aides, c'est compliqué, ça alourdit aussi le travail est non productif. Alors, et Jean-Pierre Camadieu peut ajouter à la question votre expérience. Sur la transition énergétique. Alors, Engie investit 8 milliards par an sur la transition énergétique. Moins d'un quart en France. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à faire avancer les projets. On est en train de réaliser aujourd'hui un projet d'éolien offshore à Yeux-Noirmoutier. On va mettre 18 mois pour installer 800 MW de capacité de production. Avant ça, on a passé 8 ans à faire des permis, à aller en contentieux, au tribunal administratif, en Conseil d'État. Et c'est vraiment du temps et de l'énergie perdue. Des opportunités perdues, ça se traduit par des coûts... mégawatts perdus. Oui, ça se traduit par des coûts supplémentaires. Aujourd'hui, si on avait installé ce champ, il aurait contribué à la décarbonation de nos systèmes énergétiques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus vite et pour, je vais dire, forcer des choix ? Et forcer des choix, oui, il faut un débat démocratique, il faut que la France sache quel mix énergétique elle veut. Il faut bien sûr qu'il y ait un débat local autour de projets comme celui-ci, mais ça ne peut pas être des débats qui durent 8 ans. Alors, Olivier Faure. Bon, je partage assez largement votre point de vue. Je pense qu'il y a un devoir de simplification, mais attention au fait que ce devoir de simplification ne doit pas être une baisse de l'ambition que nous portons collectivement. Je pense par exemple au débat sur le devoir de vigilance, qui est un débat qui a lieu en ce moment au Parlement européen et où, après de grandes avancées, la norme a été révisée sous prétexte de simplification, mais donc qui va être malheureusement un recul sur le plan social, sur le plan environnemental, sur toute une série de sujets. Donc là, il y a quelque chose qu'il faut arriver à évaluer. En revanche, c'est vrai aussi que nous avons une maladie qui n'est pas simplement administrative, qui est française, parce que honnêtement, quand vous devez prendre un abonnement quelque part, quand vous devez aller à la banque faire un prêt, quand vous faire la paperasse, tout le monde en produit. Ce n'est pas une spécificité administrative, c'est vraiment très collectif. Et même au plan européen, ce n'est pas beaucoup mieux. Quand vous voulez récupérer des fonds sur un programme européen, les dossiers, là aussi, c'est pas mal. Donc effectivement, il y a un effort collectif à produire. Et j'espère qu'y compris grâce à l'IA, on arrivera à faire en sorte que les procédures s'accélèrent. C'est vrai aussi qu'on a un problème de stop and go en matière énergétique, qui est aussi une des raisons pour lesquelles on va si peu vite. Et là, ça fait partie d'un champ de transition écologique sur lequel il faudrait, peut-être que c'est un rêve que je formule, mais il faudrait que là, pour le coup, il y ait une forme de consensus qui s'installe entre tous les acteurs, que nous puissions avoir les idées claires sur les objectifs que nous nous fixons, sur les moyens que nous nous donnons, pour que les filières, comme la vôtre, puissent investir, puissent faire en sorte qu'elles n'aient pas le sentiment à un moment de faire des choix qui vont lui coûter plus qu'elles ne vont lui rapporter. Et ça, je pense que c'est vraiment un effort que nous devons produire collectivement. Ça, c'est vraiment... c'est un énorme chantier. Alors, je sais que c'est pour ça que je dis que pour l'instant, c'est un rêve, parce que je vois que la PPE a tellement de mal à sortir. Et je vois qu'on est tellement mauvais, en réalité, y compris sur le coût de l'énergie, pour des raisons qui sont liées à notre incapacité à faire le nécessaire, notamment dans le domaine des ENR. Vous êtes
champions du domaine. Et honnêtement, on est malheureusement la France, pas Engie. Nous sommes en retard pour des raisons qui sont essentiellement aussi réglementaires. Et le consensus, il est loin, enfin on s'en éloigne. Aujourd'hui, à l'Assemblée, les sujets énergétiques sont traités de manière tellement émotionnelle et avec tellement de fausses informations qu'on n'arrive pas à trouver le début de ce consensus. Mais pourtant, on sait que d'ici 2050, on va avoir besoin à minima de 40% d'électricité supplémentaire, que nos usages vont donc être plus électrifiés et si on ne le fait pas, on sait que là, il y a une dette qu'on ne remboursera jamais, c'est la dette climatique. Donc c'est vrai que pour moi, c'est assez incompréhensible. Donc prêt à avancer sur ce sujet. Moi, je suis prêt à avancer, y compris, j'aimerais qu'on sorte de ces débats un peu fous sur tout nucléaire, pas tout nucléaire. Non, il faut les deux. Ça n'a ni queue ni tête. Complètement convaincu. Et moi, je viens, donc, dans mon lointain passé, dans le monde du privé, du monde d'une entreprise qui était une entreprise essaimée du CEA, donc de l'atome. Et je dois dire que je ne suis pas un apôtre du nucléaire, mais j'ai du mal à comprendre comment on fait la transition tant qu'on ne saura pas piloter plus facilement, et d'ailleurs vous-même vous avez ce problème-là avec le gaz, c'est-à-dire que vous avez besoin de piloter en fait intelligemment la ressource, et donc vous allez faire des ENR, mais vous avez encore besoin de gaz, et il faudra aussi du nucléaire. Et donc il faut une énergie passerelle qui permette de passer à autre chose. Et après, il y a beaucoup de questions qui sont devant nous, et là il y a vraiment une filière à pousser sur le stockage, sur la distribution, etc. Donc là, il y a vraiment des investissements très lourds à porter. Et le devoir d'un pays comme le nôtre, d'un gouvernement, c'est de permettre de grandes odyssées industrielles. Donner une vision, un cap, dans lequel tout le monde puisse s'inscrire et chercher à le rendre le plus consensuel possible, évidemment, pour permettre d'éviter ce stop and go que j'évoquais et qui est très préjudiciable pour les grands industriels. Il nous reste peu de temps, mais pour terminer ce sujet de tracasserie administrative, quand même, sur lequel on vous entend peu, mais qui intéresse énormément les dirigeants, j'aimerais bien avoir votre expérience justement concrète et qui vous a pénalisé récemment. Oui, alors, Olivier Faure. Très très rapidement, mais ça, en juillet, on est passé d'un système de contrôle d'évaluation de nos établissements qui prenait 1 jour et demi et c'est passé à 2 jours. Et on se dit, ok, c'est pas très grave, c'est 33% de plus. Sauf que la réalité, c'est qu'en 2 heures, vous voyez si l'établissement tourne bien ou tourne pas bien. En une journée, vous êtes vraiment hyper carré. En 1 journée et demie, vous savez tout. Et en 2 jours, vous allez rajouter 0,001% de connaissances supplémentaires ou d'amélioration. Et en contrepartie, vous avez rajouté 1 tiers de plus, 20 millions de plus dans l'ensemble du secteur de coûts. Et ça n'a pas de sens. Et on a des gens, chez moi, il y a 10 ans, ils passaient 10% de leur temps à faire de l'administratif et à justifier. Aujourd'hui, ils passent plus de 40%. Au lieu de s'occuper des personnes âgées, au lieu de faire le cœur de leur métier. Donc, voilà, la sur-empilement de mesures administratives, à un moment, le mal de notre période, c'est qu'on veut tellement le bien dans tous les sens qu'on voit le mal partout. Alors, sur ce sujet bureaucratique, on vous entend peu, c'est vrai. Est-ce que vous êtes sensibilisé à l'ampleur du problème ? Oui, je suis très sensibilisé. Et en fait, je ne sais pas qui ne l'est pas, parce qu'on est tous victimes, en réalité, de la sur-bureaucratisation de nos sociétés. Et on a un empilement de textes qui, effectivement, à la fin, finit par être totalement illisible, incompréhensible, et même, parfois, de bonne foi, on ne sait plus très bien comment respecter, en fait, nos devoirs fixés par le législateur ou fixés par le gouvernement. Vous avez des idées là-dessus, parce que beaucoup de commissions de simplification ont été mises en place. Je me souviens, François Hollande l'avait fait, et on a l'impression qu'on n'en sort pas. 2014, donc on n'en sort pas, peut-être parce qu'on produit plus de normes, enfin, on produit plus de paperasserie qu'on arrive à simplifier. Mais là, je ne sais que vous dire, si ce n'est que nous devons engager un dialogue et nous devons faire en sorte que, effectivement, on ait des contrôles peut-être plus simples. Je ne sais pas très bien quelle est la nature du contrôle qui vous est opposé aujourd'hui, mais comment est-ce qu'on fait pour que on ait en fait des contrôles qui soient efficients sans être pénalisants? Comment est-ce qu'on fait pour que
on est dans le dialogue, comprendre quelles sont aujourd'hui les tracasseries inutiles auxquelles sont exposées les entreprises. Et il faudrait qu'il y ait un ministère de la simplification qui permette au fur et à mesure, parce que c'est le mythe de Sisyphe, cette histoire. En fait, on sait très bien que c'est pas une fois, on simplifie, puis ce sera fini pour toujours. En fait, chaque année, on arrive avec notre lot de normes supplémentaires, de règles supplémentaires, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est, en temps réel, avoir une part de l'administration qui s'efforce de penser contre elle-même et donc de viser à la simplification. Mais dans tous les métiers administratifs, quand je parcours la France et que je rencontre, y compris des gens qui sont chargés aujourd'hui du contrôle administratif, eux-mêmes disent que parfois, ils ont l'impression de faire un drôle de métier et qu'eux-mêmes ont du mal à suivre. Donc, tout le monde est malheureux dans cette histoire. Donc, il faut effectivement que nous arrivions parfois à penser contre nous-mêmes, que le législateur lui-même arrête de penser que c'est l'inflation de normes qui lui permet d'être reconnu comme un acteur crédible et faire en sorte que nous puissions aider toutes celles et ceux qui veulent avancer vite. Et parfois, effectivement, il faut bien le reconnaître, nous sommes plus un frein qu'un accélérateur. Je retiens la proposition, un ministère de la simplification. En tout cas, merci beaucoup pour ce débat. J'aurais créé un ministère de plus, vous voyez, en fait, voilà. c'est pas une simplification. Ça. Mais s'il est efficace, ça peut le faire. Bon, merci beaucoup, c'était passionnant. Merci à vous.